Je me présente, je suis Jean Langanet et je travaille à GeoVariance depuis quelques années maintenant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas GeoVariance, nous faisons partie d'un consortium qui s'appelle Datamine. Donc, nous sommes donc, Datamine est un ensemble de compagnies qui, initialement, éditent des logiciels qui sont, hop, des logiciels qui sont, excusez-moi, je vais bouger ça. Ok. Des logiciels qui Vas-y, non, sont non, hein. basés sur euh, toute la chaîne minière. Donc allant de l'exploration, enfin la prospection, l'exploration, puis l'exploitation de la mine et enfin la remise en état de l'environnement. Alors plus particulièrement à GeoVariance, euh, nous faisons partie de ce consortium depuis 2 ans, mais c'est une entreprise qui a énormément d'expérience. Cela fait 40 ans que que nous avons été créés et que nous nous sommes spécialisés sur ce qu'on appelle les géostatistiques. C'est une branche des sciences qui permet de faire des interpolations spatiales. Et donc, on travaille étroitement avec donc les académies, donc que ce soit l'École des mines de Paris, l'Université de Neuchâtel. On a des contacts avec l'Université de Belo Horizonte, qui a une énorme expérience dans le domaine minier, et des contacts en fait, un peu partout, donc que ce soit McGill euh, au Canada et autres. Donc, ce qui nous permet de rester à la pointe des géostatistiques. Donc, donc, à quoi est-ce que ça peut servir les géostatistiques dans le monde minier? Alors, en fait, les géostatistiques, on peut se dire simplement que, euh, pour l'expliquer simplement, c'est que lorsqu'on est un géologue, on peut faire des points de mesure à différents endroits de sa mine. Donc, ce sont les sondages, ce sont les forages ou les études géophysiques. Mais ce qui intéresse le géologue, qu'il soit explorateur ou que ce soit l'ingénieur minier, c'est de savoir quelle est la quantité de minerai, quelle est la quantité de métal à l'intérieur de son gisement, quelle est la réserve que possède sa mine. Et donc, soit pour permettre de décider si c'est un go ou no go sur son gisement, soit d'évaluer la quantité d'investissement nécessaire afin de mettre en place l'exploitation et la remédiation ensuite, ou alors si c'est une application qui se fait au cours de la vie de la mine, c'est ce sera afin de doser euh, le, les coûts d'exploitation afin de planifier la séquence d'exploitation de la mine. Alors, c'est à ça que servent les géostatistiques initialement, donc il y a 35 ans, mais on s'est diversifié de par déjà le développement de ces méthodologies et par l'introduction de compétences de machine learning dans l'entreprise. Ce qui permet aujourd'hui, donc non seulement de continuer à être extrêmement performant sur l'estimation des ressources et réserves de la mine, mais aussi d'être capable de travailler sur d'autres questions euh, qui nécessitent la répartition spatiale d'une propriété. Donc, si on reste dans le domaine minier, ça peut être l'étude des propriétés géotechniques, donc qui vont être nécessaires pour planifier le, la mise en place de l'open pit ou, ou des galeries de la mine souterraine. Ou alors ça peut être l'optimisation du placement des blast holes en anglais, donc des explosifs nécessaires à l'exploitation de la mine. Mais ça peut servir aussi à la remédiation. Donc à la fin de la vie d'une mine ou sur un tout autre sujet, on peut cartographier la pollution ou cartographier ce qui va être nécessaire de mettre en place, donc que ce soit des membranes imperméables ou des couches argileuses imperméables, justement afin d'éviter ces pollutions. Alors, j'ai parlé de géotechnique minière, mais ça va beaucoup plus loin. On peut aussi travailler en géotechnique dans le bâtiment. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'étudier les propriétés mécaniques des roches afin de planifier la perforation d'un tunnel. Voilà.
Alors, ça, ce sont les activités de Géovariance. Donc, Géovariance, notre équipe de 40 personnes. Donc, nous éditons un logiciel d'appliquer toutes ces solutions, mais nous ne faisons pas que ça. Donc, bien évidemment, nous pouvons accompagner tous les clients qui souhaitent se former à ces méthodes via des cours. Mais surtout, nous avons une équipe de consultants qui sont là pour conseiller euh, tous les, euh, toutes les personnes qui mènent à bien des projets dans la mine. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons soit conseiller sur des méthodologies, sur des manières de faire, sur des manières d'implémenter des procédures euh, automatiques pour faire de la prédiction, soit nous pouvons conseiller plus spécifiquement les, euh, nos clients sur leurs études de ressources minérales. Donc, l'étude d'estimation des ressources minérales. Voilà. Alors, donc, c'était les activités de Géovariance, mais Géovariance fait partie de Datamine. Donc, Datamine, c'est un consortium d'une cinquantaine de solutions logicielles qui permettent de modéliser différentes étapes de la mine, ou de stocker de l'information, ou de faire de l'aide à la décision sous incertitude. Donc, incertitude sur la géologie, mais incertitude sur les opérations sur la mine, par exemple. Alors, alors ces logiciels vont des toutes premières étapes de l'exploitation minière, donc de l'exploration, mais nous travaillons aussi avec nos collaborateurs sur tout ce qui touche à la géologie au sous-sol, donc que ce soit la modélisation de la géologie, l'estimation des ressources, la, la compréhension de ces champs de propriété qui sont nécessaires afin que ensuite euh, tous les opérateurs puissent mettre en place leur plan minier. Donc plan minier sur le blasting, plan minier pour gérer les approvisionnements, la logistique, euh, le, les plans de forage et autres. Et bien évidemment, nous sommes là aussi pour accompagner et aider nos clients à optimiser tout le suivi de leur production et leur production en tant que telle. Et alors, on peut se demander pourquoi avoir un catalogue comme ça de logiciels. Eh bien, c'est parce qu'en fait, avoir la possibilité de travailler avec nous, travailler avec ces logiciels, c'est que ça permet de mettre en place ce qu'on appelle un jumeau numérique de la mine. Donc, ces jumeaux numériques de la mine, c'est-à-dire que on a notre production sur le terrain avec ses camions, avec ses aléas, mais on est capable de numériquement reproduire ce qui se passe sur la mine. C'est-à-dire de savoir que tels engins seront exploités, enfin seront utilisés sur telle partie de la mine et donc ne seront pas disponibles pour faire telle chose. Et donc d'avoir sur son ordinateur la possibilité d'optimiser tout ça, c'est que ça permet de prendre aujourd'hui, demain, après-demain, les bonnes décisions qui vont permettre d'avoir une production qui sera maximale selon les objectifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec tous les paramètres qu'on a, donc que ce soit notre flotte de camions, nos délais d'approvisionnement en, euh, en matériaux Oui, nécessaires, exactement. et, euh, et de pouvoir jouer avec tous ces paramètres, c'est qu'on va pouvoir trouver la meilleure solution spécifique à notre mine pour avoir le meilleur rendement, le meilleur retour sur investissement, la production qui sera la plus étalée dans le temps, quel que soit votre objectif, quelles que soient vos contraintes, on peut mettre ça en place. Alors, l'avantage d'être aussi nombreux, c'est que nous sommes répartis absolument partout sur le monde. Alors, Géovariance est à Fontainebleau, donc près de Paris en France, mais nous avons des bureaux qui sont aussi à Accra, Johannesburg. Euh, il y aura toujours quelqu'un pour vous conseiller, soit sur la spécificité de votre question, soit sur la spécificité de votre localité. Parce que bien évidemment, les mines qui sont au Pérou, au Chili, n'ont pas des contraintes légales, environnementales,
similaire à ce qui peut se passer en Australie. Alors, il y a des points communs, bien évidemment, mais il y aura des spécificités légales, entre autres. Donc voilà. Donc, bien évidemment, il y a énormément de personnes qui nous ont déjà fait confiance, tant sur le conseil que sur nos logiciels, mais, ça peut être éventuellement vous si vous avez besoin de travailler sur vos données spatiales ou minières. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette. Tu peux arrêter la présentation, Jean. De... Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très pédagogique. Merci beaucoup pour ça aussi. Ça mérite d'être signalé. On n'a pas de... Quand tu utilises un mot de jargon, eh bien, tu l'expliques. Donc ça, c'est très appréciable. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'on a plein de questions en fait à te poser. Euh, Comment tu... Alors, peut-être, moi, j'ai une question tout de suite. Comment euh, vous euh, travaillez avec, comment vous adressez les besoins des opérateurs miniers? Est-ce que vous les contactez directement? Est-ce que vous avez des distributeurs? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment ça se passe en fait ça? Alors, il y a plusieurs réponses à ça qui dépendent, entre autres, de la taille des personnes, enfin de la taille des mineurs. Donc évidemment, si on parle de Vale, de Rio Tinto, d'AngloGold, alors ce sont des personnes qui sont connues, qui sont pignon sur rue. Donc, dans ces cas-là, nous allons les voir directement, c'est facile. Euh, Vous parliez de la mine de Simandou, qui est extrêmement populaire en ce moment puisqu'elle est énormissime. Euh, donc nous savons qu'elle existe, donc nous allons proposer nos services, nos solutions et notre accompagnement directement à ces mineurs. Enfin, directement à ces opérateurs, directement aux personnes qui pilotent le projet. Euh, ensuite, euh, alors, donc, Datamagne, une précision que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il y a plus de 1100 personnes réparties partout dans le monde, donc ce qui fait un réseau quand même assez dense dans le monde minier de euh, relationnel, ce qui fait que on se met en contact les uns avec les autres. Si un de nos collaborateurs à Accra entend parler d'un besoin spécifique en géostatistique, euh, alors soit il a l'opportunité lui-même de proposer la solution, soit il peut avoir besoin de nous contacter pour des questions plus spécifiques, puisque nous sommes spécialistes de la question ici à Paris. Euh, donc nous avons notre réseau qui peut fournir les solutions. Et bien évidemment, alors pour les mines qui sont soit très jeunes, soit qui sont de taille un peu plus modeste, euh, euh, alors nous sommes toujours à leur recherche, entre guillemets, afin de pouvoir construire euh, des collaborations. Euh, voilà. Je ne sais pas si Hélène éventuellement veut rajouter un mot sur cette question. Bonjour à tous. Encore beaucoup avec hier, donc ça va être compliqué. Mais je vous confirme que du coup, il y a vraiment plein de solutions possibles et que ça va aller de l'appel d'offres au réseautage. Euh, voilà, la géostatistique dans les mines, ou en tout cas dans l'estimation des ressources, c'est quelque chose qui est bien connu. Et du coup, quand il y a besoin de le mettre en place, quand il y a des questions vraiment très spécifiques, euh, les gens peuvent aussi venir directement vers nous. Est-ce qu'il y a des Ah. questions là pour GeoVariance que vous voudriez poser? Jean-Louis, vas-y. Oui, donc moi je viens du monde pétrolier, donc on a, on a des systèmes un petit peu équivalents et je voudrais savoir comment vous intégrez la base de données. Est-ce que c'est vous qui la faites ou si le client a déjà sa base de données? Base de données, je veux dire tout ce qui est géologie, géosciences, géophysique,
euh, constitution des minerais, voilà, tout un tas de données qu'il faut rentrer quelque part. Est-ce que c'est le client qui les a? Et s'il les a, comment vous les intégrez? Et s'il ne les a pas, comment vous les créez? Alors, c'est une excellente question. Alors, bien évidemment, quand on travaille sur des modèles numériques, donc que ce soit des modèles de mine, des modèles géostatistiques, des modèles ou des modèles euh, de, de flotte d'appareils, par exemple, euh, la question de l'information est cruciale, critique, pour la faire passer du monde minier, donc du monde réel, au monde numérique. Euh, alors, nous ne sommes pas acquisiteurs d'informations. Nous n'avons pas de flotte d'appareils géophysiques que nous pouvons proposer au client euh, pour son projet spécifique. Donc c'est au client d'acquérir lui-même la donnée. Par contre, une fois que le client a fait son étude géophysique et qu'il se retrouve avec des dizaines de téraoctets de cubes sismiques, par exemple, si on parle du domaine pétrolier, nous avons des outils qui lui permettent de gérer ces quantités d'informations. Nous avons des outils qui sont capables de gérer big data et et de le traiter, de le nettoyer, de l'améliorer et de le passer d'un logiciel à un autre. Donc, alors je ne suis pas spécialiste de la question, mais nous avons un de nos logiciels qui est dédié justement à la construction d'une base de données qui sera faite pour les revues, les corrections par des utilisateurs et qui pourra être ensuite transmise de logiciel en logiciel pour garder une cohérence là-dedans. Enfin, une cohérence tout au long du cycle de la vie. Si je prends un exemple, par exemple, mais c'est un exemple sur lequel vous ne travaillez peut-être pas, la mine de lithium en France, à Échassières, il y a tout un tas de données maintenant qui sont disponibles, hein, puisque les choix ont été définis, les choix techniques. Est-ce que vous avez une idée de ce type de données qu'ils ont? Et si on vous avez confié ou si vous avez confié le projet, comment vous faites pour faire votre démarche et qu'est-ce que vous apportez par rapport à une solution purement traditionnelle où l'utilisateur essaie de se dépêtrer de toutes les informations qu'il a? Je ne sais pas si c'est ça ou Ah bah, si c'est le cas ou s'ils mm, ont eux-mêmes souvent des solutions alternatives. voilà. Alors c'est un excellent exemple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas spécifiquement cette mine de lithium à Échassières, donc c'est une mine qui est intéressante parce que c'est une mine qui est en deux temps. Donc il y a une première euh, mine carrière, j'ai un doute, qui est exploitée depuis de très nombreuses années. Et avec les envolées du cours du lithium, ils se sont mis à explorer un peu plus précisément leur, euh, leur gisement et se sont rendus compte que sous leur mine initiale, il y a ce qu'on appelle un granit à terre rare qui contient de grandes quantités de lithium. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est liée, mais qui n'est pas semblable. Il y a les informations de la première mine, qui sont les informations d'exploration, d'exploitation, et les informations euh, de forage, d'exploration pour le lithium. Euh, alors, dans ces cas-là, euh, enfin, l'avantage de travailler avec nous, c'est que ça permet d'avoir nos outils qui sont dédiés à l'exploitation de la mine, donc qui ont euh, toutes les informations euh, des opérations, et d'avoir les logiciels qui permettent de gérer la data de l'exploration du lithium en même temps. Et bien évidemment, toutes ces informations communes peuvent être réunies dans un seul logiciel en fonction du besoin. Si le besoin, c'est d'estimer les ressources en lithium, toutes les informations des différentes étapes de cette mine qui sont concomitantes aujourd'hui peuvent être réunies dans Isatis Neo, le logiciel phare de géovariance, et, euh, et nous, ou l'utilisateur, peut utiliser toutes les différentes informations auxiliaires pour affiner son estimation de lithium. Donc les, euh, la donnée Question, de ces mines clés. Pardon, vas-y, allez-y. tu avais terminé ta réponse, pardon. Oui. Merci. Jean, une question. J'avais eu des discussions avec le ministère des Mines de la République démocratique du Congo et on avait discuté de Isatis Minetis.
C'est vous, ça? C'est votre groupe? Oui, oui, oui. Alors, Minestis, Que c'est effectivement, c'est... ces logiciels-là? On est sur l'exploration, là, non? Oui, complètement. Alors, Minestis, donc c'est un logiciel que qui faisait partie de notre catalogue de logiciels, que nous ne maintenons plus aujourd'hui, et qui était dédié aux utilisateurs qui veulent un outil clé en main pour faire leur estimation de ressources. Euh, donc qui est extrêmement facile d'utilisation et, et voilà, avec un workflow très défini. Malheureusement, en fait, enfin pas malheureusement, mais chaque mine est spécifique à ses propres particularités de géologie, de topographie, de, euh, de, euh, de commodité, donc de minerais, d'éléments. Et en fait, euh, il est difficile d'avoir un logiciel euh, simple. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur Isatis Neo, que nous développons aujourd'hui pour le rendre le plus facile d'utilisation possible, mais qui est complet, adaptable. euh, c'est ça, qui est vraiment polyvalent et adaptable à toutes les problématiques. Mais donc oui, la République démocratique du Congo, effectivement, a pu connaître Minestis, et donc il me semble qu'ils sont friands de formation sur la question de la formation à la géostatistique et à l'estimation de ressources. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait couramment. Donc soit des formations de quelques jours, afin de permettre à quelqu'un de comprendre un rapport, d'intégrer les données qui sont dedans et de prendre une décision, soit d'1 ou 2 semaines, afin d'être capable de reproduire une étude, soit nous avons des formations qui s'étalent sur toute une année pour devenir autonome, indépendant et devenir soi-même référent sur la question de l'estimation de ressources. Voilà. Lié aussi bien avec le secteur minier privé que les autorités minières des différents pays miniers, en fait, hein. C'est ce Voilà, que... nous avons travaillé l'an dernier justement à former une personne référente en géostatistique et donc en estimation de ressources euh, avec le ministère du Mali l'an Ouais. dernier. Donc qui a suivi ce cursus long de 9 semaines pour devenir elle-même spécialiste. Merci beaucoup, Jean. On aura peut-être la possibilité de revenir avec d'autres questions avant la fin de la séquence conférence. Ce que je voudrais maintenant, c'est donner la parole à donc un invité d'honneur et qui nous a fait le plaisir d'intervenir. C'est Monsieur le directeur général du ministère des Mines du Sénégal. Monsieur le directeur général, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Alors, on ne vous voit pas. Je ne sais pas si vous préférez rester comme ça. Mais en tout cas, on vous entend. C'est l'essentiel. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis donc Jean-Pierre Mariaccia, président Convergence. Et puis, je suis accompagné de Jean-Louis Gaillard, vice-président de l'ACP Énergie. Et nous sommes ici avec Prométhée qui nous accueille hein, dans les locaux ici, dans leurs locaux à la Tour Montparnasse. Et puis, comme vous le savez, il y a Monsieur Niang de l'ambassade du Sénégal qui est là aussi pour écouter votre intervention et pour accompagner derrière les différents échanges que nous ne manquerons pas d'avoir avec après votre intervention. Donc, on est très impatients et merci finalement d'avoir pris le temps, hein, parce que c'était pas. On sait que vous êtes en Afrique du Sud. Alors pour votre info, d'ailleurs, nous avons une personne de Convergence qui est en Afrique du Sud, Tutuka. Hey, this is Mr. Um, uh, Mr. Gas, The General Director, Gassam. Mr. Gassama, from the Ministry of Senegal. So please listen to what you're going to be saying. Merci. Je reviens en français. Monsieur Gassama, l'objectif, c'est que véritablement vous preniez la parole pour nous dire aujourd'hui ce que le Sénégal veut faire dans le domaine minier et aussi quelles sont les opportunités pour les investisseurs, pour les opérateurs qui voudraient développer des partenariats au Sénégal
et en particulier donc évidemment sur le sujet des minerais sur lesquels le Sénégal se positionne aujourd'hui. Euh, à vous la parole, monsieur le directeur général, et on est impatient de vous entendre. Allez, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je m'excuse, j'ai pris donc le train en marche. Et je salue aussi mon doyen qui est auprès de vous. Effectivement, doyen, c'est doyen comment? Ndoye. Ah, doyen, Mortala comment vous Niang. allez? Mortala Niang, oui. Ça va très bien, merci. Non, non. Ah, ok, d'accord, enchanté. Mm. Allez, merci beaucoup. Si je comprends bien, vous voudrez vraiment comprendre aujourd'hui l'orientation donc, du gouvernement sénégalais par rapport au secteur minier et les opportunités qui s'ouvrent vraiment à l'investissement. Ok, comme vous le savez tous, je pense bien que le Sénégal, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, a eu à réadapter donc sa vision globale concernant la transformation avec l'agenda Sénégal 2050, qui est un projet phare qui met l'accent surtout sur l'industrialisation donc du pays, notamment dans divers secteurs, mais le secteur minier constitue l'un des moteurs phares de ce projet de transformation. Et aujourd'hui, le Sénégal entend faire de ce secteur vraiment un secteur clé, un levier économique pour sa vision et compte se positionner à avoir donc la maîtrise de tout le tissu, de toute la chaîne de valeur, depuis la collecte des données réelles jusqu'à l'industrialisation, la transformation finie donc du produit. Et pour cela, aujourd'hui, nous, au Sénégal, nous trouvons très importante le fait d'avoir une certaine maîtrise de la connaissance de son potentiel minier. De son potentiel minier. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le Sénégal est principalement constitué de trois domaines. Il y a un socle affleurant, il y a un bassin sédimentaire et il y a une zone mobile. Et chaque contexte a ses particularités, regorge donc d'énormes potentialités. Quand je parle donc du socle aujourd'hui, c'est le seul endroit où on trouve de l'or, mais pas que de l'or. Il y a autres types de substances minérales, le fer. Il y a l'uranium dans un grand batholithe de Saraya qui est prospecté depuis des années. Et il y a des terres rares. Et à cela s'ajoutent aussi d'autres types donc, de substances comme le cuivre, comme d'autres éléments. Et quand on parle donc du bassin sédimentaire sénégalais, il y a de ce qui a été exploré pour le moment, il y a du zircon qui affleure, il y a le phosphate, le fameux phosphate que le Sénégal compte vraiment transformer, industrialiser pour la production donc, de l'engrais. Comme vous le savez depuis très longtemps, il y a l'exploitation donc, du phosphate au Sénégal, notamment au niveau des ICES, au niveau donc, de la Somiva dans la partie nord-est donc, du pays. Et le Sénégal entend faire donc, de ce phosphate aujourd'hui un produit que nous allons arriver à transformer au Sénégal pour pouvoir booster le secteur donc, de l'agriculture. Parce que pour le Sénégal aujourd'hui, concernant cet agenda de transformation, l'agriculture doit être un levier de changement. Il faut investir donc dans l'agriculture. Et ça, aujourd'hui, l'État entend vraiment, dans de plus brefs délais, avoir des investisseurs pour pouvoir faire la transformation et la production de l'engrais au Sénégal. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, tous les ingrédients qui doivent intervenir pour la production de l'engrais est presque accessible au Sénégal. Il y a bientôt, donc, le pétrole a commencé, la production du pétrole a commencé, bientôt le gaz. Donc, nous allons donc avoir la possibilité d'avoir l'azote, donc de l'ammoniac peut-être, essayer de voir avec les partenaires, et le potassium pour faire donc du NPK et autres. Et c'est un phosphate qui a de meilleures qualités. Le PO2 est jusqu'à 32-33%, surtout dans la zone donc, de Matam. Et dans la partie occidentale, ouest, le PO2 avoisine encore donc, les 30%, mais c'est du phosphate alumineux qui se trouve dans la partie ouest.
Donc, ceci pour vous dire que rien qu'avec donc, ce type de minerai, sans même la transformation, ça constitue un fertilisant aujourd'hui. Maintenant, l'autre importance aussi est qu'il y a des zircons, il y a d'autres types donc, de substances minérales aussi dans ce bassin-là. Et sans parler donc du gaz et du pétrole, qui pour le moment, le bassin, je peux vous dire que moins de 20% a été carrément exploré. Tout le reste n'a pas du tout été exploré aujourd'hui. Et dans le contexte de la zone mobile, il y a d'énormes indices aujourd'hui pour le lithium, dans la zone donc, de Bakel, pour le lithium, pour le cuivre. Il y a des petites mines donc, de manganèse, il y a donc des éléments en trace, il y a du tantal, il y a d'autres éléments. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, du socle au bassin sédimentaire de la zone mobile, le Sénégal entend aujourd'hui l'importance de faire une investigation, une étude géologique au maillage général pour avoir une meilleure connaissance de la distribution donc, de ces substances minérales. C'est pour vous dire aujourd'hui que le Sénégal est un pays qui mérite vraiment une attention particulière en tenant compte de la diversité de son contexte géologique, mais des substances aujourd'hui qui sont associées à cela. Et entend vraiment faire avec les investisseurs un meilleur partenariat dans la recherche comme dans l'exploitation. Et aujourd'hui, à mon arrivée, il y a de cela quelques mois, nous avons pu faire donc d'excellent travail en essayant donc de faire la situation de l'ensemble des titres que nous avons eu à faire aujourd'hui, de voir leur conformité et de voir le code minier en vigueur et l'ancien code aussi qui est appliqué par certaines sociétés, comment voir et réadapter tout ceci pour permettre à l'État de se positionner et permettre aux investisseurs, au-delà donc, du coefficient donc, de stabilité que le Sénégal a toujours montré à travers son histoire, montrer qu'il y a des zones promotionnelles. Et aujourd'hui, on est arrivé à pouvoir faire donc, une carte donc, des zones promotionnelles où aujourd'hui, quand des investisseurs arrivent et veulent investir donc, directement, nous pouvons leur montrer ces zones-là avec des indices qui sont là et avec donc, des anomalies qui sont là pour leur dire que voilà, dans telle partie, il y a ça, ça. Donc, ça va diminuer le temps, la durée de la recherche et des investissements aussi pour pouvoir passer directement donc, à l'exploitation. Au-delà de ça aussi, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à travers les procédés donc, semi-mécanisés, il y a d'énormes entreprises aussi qui font l'exploitation donc, de l'or avec comme profondeur avoisinant donc, les 15 mètres donc, de profondeur. En somme, je pense bien qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal s'intéresserait beaucoup aux investisseurs qui arrivent pour se positionner et investir dans la recherche de tout ce qui est minéral critique, mais surtout la recherche, mais la valorisation donc, du phosphate. Du phosphate, c'est quelque chose que l'État du Sénégal vraiment tient à cœur et est très regardant, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport donc, au secteur donc, de l'agriculture. Donc, au-delà de ça, aujourd'hui, l'autre enjeu, c'est par rapport à l'étude géophysique donc, générale donc, de tout le pays. Parce que le seul contexte qui a fait objet d'une étude géophysique, c'est le socle. Le bassin n'en a pas fait, on n'en a pas donc, au niveau donc, du bassin. Il serait important aujourd'hui que des investisseurs qui veulent se positionner par rapport à cela, des études géophysiques, l'État du Sénégal est disposé et mettra donc tous les moyens aussi de partenariat avec donc, des investisseurs dans ce domaine-là. Parce que lorsque j'arrivais, j'ai cru entendre le monsieur qui faisait l'intervention par rapport à tout ce qui est étude, si je ne m'abuse, si je ne me trompe, donc études géophysiques, des logiciels donc, de traitement donc, de tout ceci. Ce serait vraiment une chose importante aujourd'hui parce que nous savons qu'avec le temps, la technologie a beaucoup évolué et que dans le passé, ce qu'on faisait, les différents procédés d'études géophysiques, électriques, chargeabilité, électromagnétique, radiométrique, aujourd'hui, il y a une forte résolution qui permet aux gens d'aller jusqu'à des kilomètres en profondeur et de pouvoir quantifier de façon prévisionnelle
l'ensemble donc des indices presque au niveau donc de certains contextes. Bien évidemment, viendront donc d'autres études géochimiques, d'autres études d'investigation de surface et jusqu'en profondeur pour pouvoir confirmer ces jugements, ces différents jugements et essayer donc de vérifier leur caractère économique. Mais je pense bien qu'aujourd'hui, l'idéal serait pour le pays, donc pour le Sénégal, d'avoir ces banques de données fiables à leur possession. Je m'excuse donc de l'avoir dit, c'est parce que le constat aujourd'hui, nous avons constaté que le gouvernement, c'est comme le cas donc, de la plupart des pays donc, de l'Afrique, hein, les bonnes données aujourd'hui, nous n'en avons pas. Les premières et anciennes études qui ont été faites depuis autant donc, de BRGM, dont certaines données ont été vraiment détruites, il n'y a que ça que l'État du Sénégal a. Le reste, c'est les compagnies minières qui font donc les études et les recherches. Et l'État n'a droit que les rapports qui sont produits, mais les données brutes qui peuvent faire objet donc de traitement pour pouvoir faire donc la contre-expertise. Le plus souvent, l'administration minière donc n'a pas accès donc à ces données. Donc, d'où l'importance pour le Sénégal de faire ces études qui vont permettre au gouvernement et à l'administration minière d'avoir une visibilité, de la clairvoyance sur le contenu de son sous-sol. Et à partir de là, essayer donc d'avoir une réelle politique donc, de ce secteur minier. Parce que pour moi, sans une banque de données géologiques fiable, il est difficile, quelles que soient les ambitions, d'avoir une bonne politique dans le secteur minier. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important en amont, tout ce qui est prospection, recherche aujourd'hui, l'État du Sénégal accueille à bras ouverts les investisseurs, mais le phosphate pour l'industrialisation, c'est quelque chose que nous voudrions vraiment réaliser à court terme. Alors, donc, c'est sur ces points que je vais m'arrêter, tout en vous remerciant et en vous disant vraiment merci et je salue l'esprit donc, de cette initiative. Je n'étais pas au courant et lorsque le doyen Issa m'a contacté pour cela, j'étais vraiment très ému et j'ai automatiquement dit que je vais y participer et ce serait une manière donc, de créer un cadre de collaboration et de connectivité entre donc, différents pays et avec donc, du continent africain et d'autres continents. Parce qu'aujourd'hui, la science géologique, elle est transversale et la situation des minéraux critiques est devenue donc la politique mondiale. Il nous faut ensemble échanger pour minimiser donc la compétition. Il est toujours vrai qu'on est dans le monde des affaires, il y aura toujours la compétition. Mais concernant l'Afrique, concernant les autres pays, il nous faut trouver un cadrage réglementaire qui pourra gouverner la gestion donc, de toutes ces substances minérales critiques. Je vous remercie. Monsieur Gassama, merci beaucoup. Si vous pouvez rester encore avec nous un petit peu, parce qu'on a des questions à vous poser. Moi, tout de suite, j'aimerais vous poser la question que vous avez évoquée, là, le secteur minier, le code minier du Sénégal. Est-ce qu'il est, je dirais, il est en train d'être revu? Est-ce qu'il est stabilisé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Parce que vous savez que ça, c'est important pour les opérateurs. Et puis ensuite, j'ai une question comme ça sur les enjeux RSE, puisque on avait positionné aussi RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, avec la question de l'environnement et notamment des bonnes pratiques, si vous voulez, en termes de RSE, notamment dans les mines. Vous savez bien que c'est un vrai sujet dans beaucoup de pays, les pratiques, notamment des petites mines ou des orpailleurs. Et donc là-dessus, quelles sont vos priorités, quels sont vos enjeux donc sur ce point-là? Donc la question, hein, le code minier et puis les enjeux RSE et notamment les pratiques, notamment environnementales, si vous pouvez répondre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ferai donc
ce que je peux par rapport à ces questions qui sont presque d'actualité. Je sais que beaucoup ont entendu la mise en place d'une commission de revue des contrats miniers. Et il y a l'audit pétrolier aussi qui ne fait pas vraiment l'ombre d'un doute. Donc tout le monde est au courant de ça. Ce qui est vrai, c'est que le Sénégal entend revoir son code minier. Pourquoi? Parce que, euh, comme vous le savez, la plupart des concessions, des permis d'exploitation ou des petites mines aujourd'hui au Sénégal sont sous l'égide du code de 2003 et du code de 2016. Le code de 2003 était dans un contexte où il fallait créer une compétitivité. Mais ce code-là, aujourd'hui, a été revu pour changer, modifier, mais en laissant beaucoup de fenêtres à travers lesquelles il est difficile aujourd'hui d'appeler les investisseurs ou les entreprises à s'acquitter de certaines obligations qui doivent se faire. Alors, à chaque fois, les clauses de stabilité à travers les conventions sont brandies par les grandes concessions qui sont là depuis des années, d'autres depuis 30 ans, d'autres plus, d'autres un peu moins, et qui rendent vraiment ce partenariat gagnant-gagnant avec l'État du Sénégal très compliqué. Et au-delà de ça, on parle de la RSE, chose aujourd'hui très compliquée aujourd'hui à appliquer. Il est vrai que l'État du Sénégal, dès l'arrivée de ce gouvernement, a essayé de contacter l'ensemble des entreprises minières concernant le fonds d'appui au développement local, donc de s'acquitter de ça. Il y a d'autres qui ont répondu, mais d'autres restent toujours. Et par rapport à cela revient aussi la question du contenu local depuis 2022. Et l'État du Sénégal a accordé 2 ans pour permettre aux investisseurs, aux exploitants de prendre connaissance de la loi sur le contenu local. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous dire que les sociétés minières récentes qui sont arrivées n'ont pas trop de problèmes à s'acquitter, à s'aligner à l'orientation, à la vision de l'État. Mais le plus souvent, la problématique que l'on rencontre, ce sont ces concessions minières qui sont là depuis des années et qui ne cessent de dire à l'État du Sénégal, nous, cela ne nous est pas imposable, donc on est lié au code de 2003. Donc, d'où la nécessité de revoir tout ceci pour réadapter le code minier par rapport à la nouvelle vision de l'État du Sénégal. Maintenant, l'impact sur l'environnement est une préoccupation, une grande préoccupation de l'État du Sénégal parce que au-delà de l'activité d'orpaillage, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à cela. Mais l'État du Sénégal comprend que l'activité d'orpaillage, les couloirs d'orpaillage, parce qu'en 2014, l'État du Sénégal avait pris l'initiative de créer des couloirs d'orpaillage. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés. Et sa jeunesse aujourd'hui qui est en détresse, qui cherche donc de l'emploi et qui ne trouve pas au niveau des entreprises minières, il faut trouver une alternative, mais avec un encadrement pour que ces jeunes-là arrivent à trouver vraiment un revenu. D'où l'idée de créer des couloirs d'orpaillage en bonne cohabitation, mais nous nous sommes rendus compte que c'est quelque chose qui mérite un encadrement et il y a des projets de modernisation de la gestion de ces couloirs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact fort et négatif de l'exploitation sur l'environnement qu'il faut à tout prix encadrer. Parce que la loi, elle est limitative par rapport aux réhabilitations de ces sites-là. Quand on parle de réhabilitation des sites miniers aujourd'hui, on fait allusion à tout ce qui est exploitation minière. Mais les semi-mécanisés, les couloirs d'orpaillage, l'exploitation artisanale, aujourd'hui, la loi ne prévoit rien du tout. Et nous nous sommes rendus compte que cette exploitation détruit également l'environnement. Détruit l'environnement avec d'autres procédés de traitement de récupération de l'or avec des substances parfois toxiques et nocives qui ont fait qu'aujourd'hui l'État est en train de revoir, c'est une nécessité de revoir le code pour pouvoir intégrer tout ceci et avoir un cadrage. Parce que jusqu'à date aujourd'hui, de véritables réussites
Par rapport à la réhabilitation des sites, nous pouvons vous dire que nous n'en avons pas. C'est vrai que d'autres le font en cours. D'autres aussi, selon le contexte, par exemple, quand je prends les sociétés qui exploitent donc du zircon, puisque le procédé c'est avec une progression et ils ont une méthode de réhabilitation qu'ils le font systématiquement et de façon continue. Dès qu'ils se déplacent, ils font donc l'exploit, ils reviennent pour faire donc la réhabilitation. Mais cela n'est pas le cas au niveau donc du socle, au niveau donc des exploitants de l'or. Au niveau des exploitants de l'or, donc c'est des problématiques qui sont là, qu'il faut à tout prix encadrer et gérer. Et l'autre facteur est que normalement les sociétés doivent participer par rapport à cela et l'État n'arrive à les faire aligner par rapport au fonds qui est dédié à la réhabilitation de ces sites. Et aujourd'hui, en fin de vie donc, de l'exploitation minière, l'État retrouve d'énormes difficultés pour pouvoir redonner vie donc, à ces sites exploités. Donc c'est pour vous dire que c'est tous ces manquements par rapport au code de 2016 qui font qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revoir donc, le code minier. Sa revue est en cours, on est en train donc, de voir, réadapter, équilibrer, attirer l'investissement, mais permettre à l'État d'avoir une certaine gestion optimale de l'exploitation, de la recherche jusqu'à l'exploitation donc, minière, jusqu'à la fin donc, de vie donc, de ces mines. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos interrogations. C'est clair, merci beaucoup. Je voudrais pas être le seul à poser les questions, mais j'ai une question qui me vient tout de suite parce que, comme vous le savez, peut-être par ISA, nous avons sont partie d'un écosystème qui a de l'expérience, évidemment, pour accompagner notamment les mines, les petites mines ou les orpailleurs. Et puis, on a discuté de la possibilité aussi de transférer des expertises acquises dans un pays, dans certains pays, je dirais, d'Afrique de l'Ouest, dans des pays qui sont plus jeunes et plus récents en matière d'exploitation minière. Donc, et notamment, donc, on pensait à des pays comme le Ghana, etc. Et nous, on est. Est-ce que vous êtes, je dirais, ouvert, monsieur le directeur général, à des coopérations qui pourraient être organisées, vous voulez, des transferts d'expérience, des transferts, des échanges de bonnes pratiques qui pourraient être organisés dans le cadre de grands projets, si vous voulez, qu'on pourrait vous soumettre. Vous voyez, Merci beaucoup. Je pense que c'est de ça même que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu à le dire à travers un conseil donc, des ministres. Il a eu à le préciser en disant à ces termes que les gens n'ont qu'à aller vers la diaspora, rencontrer donc, nos compatriotes sénégalais expérimentés qui ont l'expérience, mais également des investisseurs sérieux qui se trouvent à travers le monde et qui veulent appuyer le Sénégal dans sa vision donc, de transformation Sénégal 2050, de faire donc, des bonnes coopérations, des bonnes euh, pratiques et de partenariat avec donc, ces organismes, ces entités qui veulent vraiment appuyer le Sénégal ou partager avec le Sénégal ce voyage. Sur ce, lorsque j'ai échangé donc, avec Doyen Diop, je lui ai affirmé qu'aujourd'hui, c'est une problématique sérieuse dans le domaine donc, de l'exploitation semi-mécanique. Sachez qu'on est ouvert. Vous savez, il y a beaucoup de projets qui ont été initiés pour l'encadrement de l'exploitation semi-mécanisée, mais de l'exploitation artisanale de l'orpaillage. Mais jusqu'à présent, jusqu'à date, aucun projet n'arrive à satisfaire l'attente donc, des autorités. Donc, sur ce, aujourd'hui, il y a une réflexion profonde qui est vraiment en cours et nous serons vraiment ravis de pouvoir partager et collaborer avec donc, vous, votre groupe, histoire donc, de trouver donc, dans court, moyen à long terme des solutions efficaces
donc dans ce secteur-là qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vous dis parce que aujourd'hui, la plupart des remontées que nous avons, que l'administration minière, le département ministériel a aujourd'hui, c'est par rapport à l'activité d'orpaillage, par rapport à la problématique de semi-mécanisé. Vous vous rappelez, en fin juillet, le président de la République a pris un décret pour arrêter toute exploitation le long de la rive gauche, donc de la Falémé, dans un rayon de 500 mètres. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'un manque d'encadrement a fait que l'exploitation semi-mécanisée a fortement atteint le fleuve, l'environnement de façon générale, mais la Falémé qui afflue sur le fleuve Sénégal. Et pour des questions de sécurité nationale, il a eu à prendre donc, ce décret. Donc, c'est pour vous dire qu'après ce décret, il y a beaucoup qui sont impactés. Aujourd'hui, la réflexion qui est en cours, c'est comment faire à ce que ces impactés retrouvent donc vraiment quelque chose, continuent à mener donc leurs exploitations. À cela s'ajuste la situation donc de leur péage, de l'exploitation artisanale. C'est pour vous dire que vraiment, nous sommes preneurs de la collaboration dans ce domaine-là. Excusez-moi, vous pouvez redire, oui, c'est comment faire pour que les agriculteurs poursuivent leur activité? C'est ça que vous avez dit? Je n'ai pas compris. Non, Jean-Pierre. Oui. Je voulais rebondir sur... Je voulais dire qu'après le décret, il y a beaucoup donc d'exploitants semi-mécanisés qui sont impactés aujourd'hui, notamment beaucoup de Sénégalais, parce qu'il y avait beaucoup d'associations de payeurs sénégalais qui se sont constitués en GIE et en entrepreneuriat pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de leur permettre de continuer leurs activités, pas au niveau le long donc, de la Falémé, parce que le décret est en vigueur jusqu'en 2027, mais c'est de trouver à travers les zones promotionnelles dans un autre domaine, loin donc de cette zone interdite, pour pouvoir leur placer afin qu'ils continuent. Mais avant de le faire, il nous faut avoir vraiment une meilleure appréciation de la situation et un meilleur encadrement pour qu'il n'y ait pas donc les mêmes regrets dans un futur proche. C'est clair pour moi. Issa, tu voulais intervenir? Oui. Bon, on ne t'entend pas, Issa. Écoutez. Oui, excusez-moi, je voulais tout d'abord remercier le jeune frère Gassama qui a pris ses fonctions il y a de cela quelques mois. Et son propos est totalement en phase avec la nouvelle vision définie par l'actuel gouvernement. J'aurai l'occasion de revenir dans cette volonté affichée de souveraineté et de maîtrise de toute la chaîne de valeur. Et je pense que c'est un appel direct à une collaboration, aussi bien des investisseurs que tout ce qui est expertise sur la chaîne de valeur du mining. Pour donner une information plus précise sur le cas de la Falémé est un affluent du fleuve Sénégal sur son bassin amont, qui est en même temps sur le Mali. Et cet affluent a été très fortement dégradé dans sa partie malienne et dans sa partie sénégalaise, à tel point qu'il y a eu des alertes. Et je pense que la Chambre des mines des Mali était impliquée en fait, dans cette dégradation avec des formes d'orpaillage sauvage qui ont fortement impacté l'environnement et la santé des populations riveraines, ce qui a amené d'ailleurs l'État du Sénégal en aval de prendre cette décision, préservation de l'écosystème. Je pense que le propos de M. Gassama exprime assez bien cette volonté de coopération. Hier, en parlant avec Jean-Louis, nous sommes revenus sur le projet initié il y a 2 ans d'accompagner le groupement des orpailleurs. J'ai eu l'occasion de parler avec
les collectivités locales des deux départements concernés, Saraya et Kédougou, il y a un constat, un diagnostic qui est fait d'un besoin à la fois d'organisation et d'accompagnement qui est toujours présent. Et je pense que nous allons enfin faciliter tout cela euh, et même les experts dans ce domaine, tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'attention l'exposé de l'expert de géovariance. Le Sénégal en a bien besoin, c'est-à-dire que ce type de compétences, et M. Gassama l'a rappelé, on a besoin d'une base de données fiable, organisée, alimentée régulièrement pour planifier tout ce qui est non seulement évaluation du potentiel minier sénégalais et tout ce qui est enfin, priorisation de certains domaines. Et là, c'est un appel aussi à l'expertise, aussi bien de géovariance que des autres experts africains. J'ai écouté avec attention l'exposé de notre ami Jean-Pierre de Belgique et on a besoin de ce type de compétences, aussi bien de la Mineral Commission du Ghana. Je pense que à la fin de cet event, on pourra rapidement mettre en place et on va faciliter tout ce qui est enfin, proposition dans le sens de satisfaire la demande sénégalaise. Et le directeur général l'a bien exprimé, on est ouvert à cette forme de collaboration, mais aussi dans le respect des priorités du Sénégal et puis un cadre politique qui est défini. En ce qui concerne la commission de revue des contrats, il y a un travail qui est en train d'être fait. Le code minier sera révisé en certaines de ses parties et l'État du Sénégal, tout en restant ouvert, veut tout juste corriger en fait les déséquilibres qui datent depuis quelques dizaines d'années, enfin sur la plupart des contrats, ne serait-ce que la redevance. Il est inacceptable pour un pays comme le Sénégal actuellement d'exonérer totalement en termes de redevance enfin certaines compagnies qui sont là depuis très longtemps et dont les marges bénéficiaires sont très, très, très importantes. Il y a une volonté aussi affichée de préservation de l'environnement. Et le cas de GCO Eramet est un exemple. Ça a défait la chronique récemment et je pense que c'est peut-être un cas qui va permettre de bien corriger enfin, les choses sur le plan impact environnemental et prise en compte par les opérateurs miniers de la fragilité des écosystèmes, comme celui de Lompoul. Certainement, vous avez vu la vidéo qui a été virale Merci beaucoup, concernant la... Issa. Est-ce que tu, est-ce que tu peux conclure là, juste parce qu'on a Monsieur Nyang là, qui aimerait quand même réagir aussi à ce que a dit le directeur général. Et ensuite, nous avons un timing de notre côté où on espère d'ailleurs que Monsieur Gassama va pouvoir rester avec nous dans les rendez-vous. Si tu veux bien, juste ta conclusion pour ton intervention là, et ensuite, je voudrais que Monsieur Nyang prenne la parole. Donc, facilitation par rapport à cette demande. Je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup, Issa, pour ton intervention. On reviendra dans les discussions sur ce que tu as dit, qui était très important. Monsieur Nyang, à vous. Ouais, merci DG, merci Issa. Merci DG pour votre exposé très clair. J'aimerais bien vous dire que l'ambassade est là, prête à vous accompagner. C'est le rôle premier du bureau économique, vendre la destination Sénégal et faire la promotion de nos différents services. Et la proposition que j'aurais à vous faire aussi, c'est, je ne sais pas, compte tenu de votre emploi du temps, de votre agenda, vous déplacer en France et on vous fera rencontrer la diaspora. Il y a une expertise dans cette diaspora qui a une attente par rapport aux nouvelles autorités. Et vous avez aussi, et ça nous permettra de rencontrer les différentes entreprises qui travaillent dans votre secteur et surtout de préparer, je crois, il y a un événement Invest in Sénégal pour le mois d'avril et votre événement du mois
novembre, je crois, si j'ai bonne souvenance Oui, de la date. oui. Oui, voilà. Donc, juste pour vous dire que qu'on est là, on est pour vous accompagner, vraiment. C'est notre rôle et c'est avec plaisir qu'on le fera. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Sachez que vraiment, je vais très prochainement vous contacter par rapport à cela. Et j'étais avec l'autorité, il est rentré aujourd'hui, je suis là jusqu'au 8, je rentre le 9, mais dès la semaine prochaine, je commencerai donc à échanger avec l'autorité, histoire de faire un déplacement pour rencontrer la diaspora et essayer donc de voir ensemble toutes les opportunités qui permettront vraiment à l'État du Sénégal de faire avancer donc ce projet-là, ce projet de transformation sur tous les angles, Inch'Allah. Mes coordonnées sont avec Monsieur Sambon, Saliou. D'accord, je suis avec lui ici, je suis avec lui. Monsieur Gassama, merci beaucoup. J'espère que vous restez avec nous. On va continuer. Nous, il y a deux présentations encore là pour terminer la séquence conférence. Et ensuite, nous rentrons dans un échange de rendez-vous en ligne, un d'échange. Vous êtes programmé, comme vous le savez. Céline vous envoie sur votre WhatsApp les rendez-vous. Ça va être décalé d'un petit quart d'heure. Donc, ce sera votre heure. Ça démarrera à 12h45. On vous appellera sur votre WhatsApp. Je pense que ça va être plus simple pour qu'on puisse avoir une discussion suivie là. Donc, je voudrais tout de suite euh, proposer à Azine Dello d'intervenir. Donc, je vais déjà vous présenter très rapidement Asdin. Donc, et peut-être comme tu me l'avais demandé, je vais, euh, je vais aussi euh, présenter une carte euh, qui, sur laquelle tu vas pouvoir rebondir. Excusez-moi de faire petite organisation là en live. Euh, voilà. Donc, je vous partage tout de suite là. Euh, donc, je voudrais peut-être, avant de vous partager mon écran, introduire Asdin Dello, qui est donc entrepreneur et porteur du projet Kimlo, qui est un projet de trading responsable de métaux et de minerais critiques pour la transition énergétique. Il a un lien particulier avec l'Afrique puisqu'il est franco-congolais. Et donc, avant qu'il intervienne, je vais peut-être vous rappeler. Alors, là, j'ai un souci, Céline, il va falloir que vous m'aidiez. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hop, je vais tout refermer. Voilà. Donc, je vais vous partager un document euh, avec une carte de la RDC. Normalement, ça charge, excusez-moi, mais ça prend un petit peu de temps. Mais on va, voilà, hop, c'est pas ces slides-là. Voilà. Normalement, vous allez avoir à votre écran la présentation. Donc, avant que Asdine prenne la parole, il m'a demandé d'introduire en fait euh, son intervention et de vous montrer cette carte. Peut-être que Céline, non mais vous ne l'avez pas. Bon, écoutez, elle n'apparaît. J'ai du mal à la faire avancer sur mon écran. Euh, bon, il faudrait quand même qu'elle apparaisse. Excusez-moi une seconde, ça devrait arriver. Voilà. Alors là, c'est les ressources minérales de la RDC.
source Anapi. Donc, c'est juste pour avoir en tête hein, de quoi on parle. Vous voyez que on se focalise par exemple sur les deux du premier, le cuivre, les réserves de la RDC, c'est 75 millions de tonnes de cuivre. Et vous avez une production, alors aujourd'hui c'est un peu plus que ça puisque ça a augmenté, mais on est sur une production au total de 1 milliard, n'est-ce pas, de tonnes. Euh, on est sur, Un oui, voilà, million, un on est million, un million, pas un milliard. 1 million, oui, oui, c'est moi qui l'ai mal. Et puis sur le cobalt, on est sur 6 millions de tonnes en réserve et on est sur euh, donc 90 000 Ouais, c'est 100 tonnes, 000 à peu près. 100 000 maintenant. 100 000, d'accord. Donc merci Jean-Pierre de mettre à jour ça. Et donc, nous avons voilà, la carte maintenant que je voudrais faire apparaître, hein, si tout va bien, c'est celle-là. Alors, peut-être que Jean-Pierre, je vais peut-être puisque tu es là, tu vas peut-être la commenter avec moi, c'est encore mieux. C'est une carte de la RDC qui montre finalement où sont localisées les principales ressources naturelles. Donc on voit bien sûr l'or en jaune. Bon, il y a la province évidemment du nord est, mais il y a aussi le sud. Ensuite, quand on regarde le, par exemple, le cuivre et le cobalt, eh ben, nous avons le cuivre et le cobalt, notamment dans le sud, là, toute la région du Katanga et de Lubumbashi. Et on voit bien où sont situées les réserves. Hein. Et d'ailleurs, le cuivre et le cobalt sont associés. Jean-Pierre, tu veux peut-être faire un autre commentaire avant que Asdine prenne la parole sur cette carte. Est-ce que ça, bon, on a une source qui est a priori fiable, mais bon, je te laisse commenter si Oui, mais tu bon, si j'ai déjà fait les commentaires hier, hein, donc j'avais présenté non, une mais si tu voulais quelque chose équivalente. Oui, ok. oui, bon, peut-être juste pour répéter ce que j'ai dit, c'est qu'on voit bien que sur la ceinture orientale, en fait, ce sont les terrains les plus anciens dans le pays, donc qui sont de l'âge précambrien. Et donc, on voit là-bas où il y a des gisements d'or, de cassitérite pour l'étain, le coltan, etc. Et puis, on descend vers le sud, dans les formations katanguennes, on trouve des affleurements de cuivre, cobalt, avec d'autres métaux en accompagnement, hein. Il y a le zinc notamment aussi, un gisement très riche maintenant, en fait qui a commencé avec du cuivre et qui est à la pointe sud, presque à la frontière avec la Zambie, où on a maintenant un gisement, un super gisement de zinc avec des teneurs assez exceptionnelles. Donc voilà, alors à l'ouest, il y a quelques gisements de fer et également dans la province orientale, mais également au centre, et alors les gisements de diamants qu'on retrouve essentiellement dans les provinces du Kasaï, que je connais assez bien parce que j'ai été pendant 3 ans moi-même président de cette entreprise publique qui exploite de l'or essentiellement industriel et avec une bonne proportion en joaillerie. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, j'ai dit aussi hier que j'avais montré la carte des permis miniers ou, comme on les appelle là-bas, des carrés miniers qui sont gérés par un organisme qui s'appelle le cadastre minier, qui est attaché au ministère des Mines. Et là, on voit encore qu'il y a pas mal de zones qui méritent d'être explorées, dont les études peuvent être approfondies. Voilà. On va avoir besoin de géovariance et de Prométhée Oui, pour oui, ça. j'ai suivi l'exposé des géovariances sur la fin, donc voilà, il y a matière à s'occuper là-bas, hein, clairement. Ok, alors je vais arrêter le partage, puisque là maintenant ça a plus de sens. Et Asdine, je te laisse intervenir très rapidement pour présenter. Alors tu as 3 minutes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, euh, mais je pense que 3 minutes ça suffit pour expliquer ce que tu veux faire et pourquoi. Oui, allô, bonjour à tous. Jean-Pierre, vous Je m'entendez ne vois bien? pas c'est bien que tu te montres, parce que Bah, là sinon, j'ai- malheureusement, j'ai un problème la vidéo. de, ouais, de vidéo, donc je vais faire court, hein, ça va être rapide de toute façon. Vas-y, Donc, vas-y alors. alors, je m'introduis à vous. Donc, moi, fondateur de Kimlo Mining.
Kimlo, c'est une entité spécialisée dans tout ce qui est méthodie critique, hein, surtout en mettant un accent sur le cobalt et le cuivre du côté du Katanga, là où je situe mon activité. Et je suis aussi du côté du Nord Kivu avec mon coltan et ma castérite. Donc, du coup, je suis spécialisé dans tout ce qui est approvisionnement dit de ces minéraux-là. Donc, comme vous le savez, c'est un marché quand même à très fort potentiel. Et hier, avec Monsieur Jean-Pierre Tchibangou, si je ne me trompe pas, il a pu un peu vous étaler les spécificités au niveau cartographique aussi de tout ce qu'on fait là-bas en RDC. Et donc, moi, j'appelle aussi un peu aux investisseurs là, qui sont autour de toi, aux intéressés, justement, à venir aussi renforcer Kimlo Mining, tout simplement, pour qu'on puisse développer ce secteur-là et justement être attractif aussi à ce niveau-là. Donc moi, je travaille avec des petites coopératives sur le terrain. C'est des creuseurs, des artisanaux. Et donc, le travail se passe bien, même si tout ce qui concerne les normes dites RSE tend à se développer. Hier, j'ai eu la chance un peu de pouvoir échanger avec, je crois que c'est Géo Vaillance, ou si je me trompe Léo pas. Variant. Voilà, Léo Variant. exactement. Donc, j'ai prêté un intérêt dit attentif à ce qu'ils font. Et des consultations comme les leurs sur le terrain, ça pourrait être aussi une bonne chose pour tous les opérateurs qui sont là. Donc moi, du coup, je maîtrise la chaîne dite opérationnelle de la mine jusqu'au port. On est là-bas avec des partenaires comme AGL qui permettent le transport des minerais. Et donc aujourd'hui, via la plateforme Convergence et l'aide de Jean-Pierre, j'essaye d'agrandir mon potentiel en termes commercial, c'est-à-dire me mettre en synergie avec des éventuels clients parce que nos stocks sont déjà là, qui demandent qu'à être livrés. Et puis voilà, hein, tout simplement. Donc, j'espère que pour tous ceux qui ont été ou qui veulent travailler à nos côtés, qu'ils puissent passer par la plateforme Convergence pour qu'on puisse se connecter et éventuellement agir ensemble, tout simplement. C'est clair, merci, merci Asdine. Euh, Et du on coup, met à votre j'aimerais cet après-midi me mettre en connexion avec le professeur là, Jean-Pierre Tchibangou parce que moi, avant la fin du mois, je serai déjà du côté de Kolwezi, Lubumbashi, et je sais que lui aussi, il va pas tarder à bouger, comme ça qu'on puisse aussi se rencontrer là-bas, éventuellement. facilitera ça, Asdine. Très bien. Euh, Ok, merci beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est qu'on termine là avec la présentation de Prométhée sur notamment l'offre et un business case très précis qui touche au secteur minier et qui va nous permettre de voir tout de suite la valeur ajoutée apportée par Prométhée. Voilà, et qui va illustrer, je dirais, toutes nos discussions et qui en même temps conclura la partie conférence avant de démarrer les B2B dans 14 minutes exactement. Enfin, voilà, dans 15 minutes. Donc, en fait, à vous, vous êtes. C'est Enchanté, oui. Pierre Comiès. c'est Pierre qui Donc, prend la parole. donc, je travaille chez Prométhée dans l'équipe commerciale depuis 3 ans maintenant. Alors, je sais que vous avez eu. Attendez, on va peut-être Ouais. changer. Je vais projeter le. Hmm. Il faut qu'il déconnecte, je pense, en fait. Qu'il stoppe le partage, peut-être. En fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave, hein, puisque tout le monde voit Prométhée normalement, hein, c'est ça? D'accord. Il faudrait que Pierre puisse la suivre en parallèle. Ouais, c'est ça le truc. Par contre, moi, j'ai un souci
de... Attendez, on va... Non, il faut que je ferme ce truc. Non, mais... Hum, hum, hum. Bon, là, on descend. Hum. Voilà, c'est bon. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être présent. L'objectif, c'est que je puisse vous montrer notre approche capacitaire justement pour démontrer l'utilité et l'apport des satellites, des constellations à très haute visite pour le secteur minier. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est plus un cas d'usage, notre approche pour justement surveiller toutes les activités liées à l'orpaillage illégal. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les technologies satellites. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les satellites, c'est la technologie qui nous permet d'avoir une vision globale des territoires, une vision étendue et surtout à la fois en quasi-temps réel, mais aussi de manière régulière. Contrairement aux sources qu'on peut avoir qui sont l'aéroporté ou les caméras in situ, on n'est pas obligé d'envoyer le satellite puisqu'il est déjà en opération. Donc l'objectif avec le satellite, on va se baser sur deux approches capacitaires. C'est d'abord établir des cartes de situation de référence. Pour ça, on va utiliser donc des données satellites existantes pour venir cartographier le territoire. En cartographiant le territoire, on va pouvoir avoir une vue aérienne, donc une vue qui nous permettra de mettre en évidence certains points, notamment sur les activités minières. Donc là, on se concentre sur les activités d'orpaillage, mais ça peut bien sûr être étendu à tout site d'activité minière, puisque ça se voit très bien depuis l'espace, en fait, tous les sites miniers d'un territoire. On va venir avoir cette cartographie de référence, on va venir identifier toutes les zones de mines présentes sur le territoire, et ensuite on va venir corréler ça en fait avec une base, avec des bases de données existantes, que ce soit des bases nationales, que ce soit des bases privées, afin de corréler ce qu'on aura identifié sur le territoire avec ces bases existantes. Ça va nous permettre du coup de donner une étiquette aux mines qu'on aura identifiées pour les classer en trois catégories. La première catégorie, ce sera bien sûr des sites d'extraction légaux, des sites qui sont identifiés, des sites qui sont prévus et dont on a la connaissance. À partir de ça, bien sûr, ça va nous faire ressortir des sites qui sont suspects, des sites qui n'ont pas à être là, et surtout des sites qui potentiellement sont liés à des activités illégales. Parce que par exemple, on pourrait aussi avoir des sites qui sont des anciens sites d'extraction qui ne sont pas référencés aujourd'hui. Le lien qu'on va faire entre ce qu'on aura trouvé sur les satellites et les bases de données existantes vont nous permettre de sortir une carte de restitution de référence avec l'ensemble des sites miniers qui seront géolocalisés mais aussi classifiés. Ça va nous permettre de mettre à jour une database de l'ensemble des sites d'orpaillage et miniers sur un territoire. L'objectif après, derrière, c'est avec ces sites qu'on aura classés comme suspects ou illégaux, de venir faire une surveillance régulière de ces sites-là. Donc pour ça, on va utiliser les capacités satellites, notamment à très haute visite et à très haute réactivité, pour pouvoir placer sur surveillance des points potentiels d'activité illégale. Et on va pouvoir mettre à jour de manière fréquente. Alors ça, c'est justement le choix de la personne qui va utiliser ce service-là. Ça peut être de manière hebdomadaire, ça peut être de manière mensuelle, ça peut être de manière bimensuelle. On est assez libre, ce qui va bien, ça va, la récurrence de surveillance va au final venir impacter bien sûr bon, le prix, mais aussi il faut savoir comment optimiser notre surveillance pour justement les activités minières ne se font pas en une journée ou en une semaine, on est plutôt sur des mois pour voir apparaître des nouvelles mines. En plaçant sur surveillance un territoire, ça va nous permettre plusieurs choses. La première chose, ça va être donc déjà de surveiller des sites qui ont déjà été identifiés dans notre carte de situation de référence pour savoir si ces sites-là sont toujours actifs
Donc, on va pouvoir voir, on le verra après, si ces sites ont été étendus ou pas. Donc, ça va nous permettre de voir qu'il y a une activité toujours présente sur ces sites. Mais ça va nous permettre aussi de mettre en évidence la création de nouveaux sites. Donc, potentiellement, une extension de l'activité illégale sur ces sites-là. On peut passer à la slide suivante. Alors là, ce qu'on vous montre, c'est justement comment on construit notre carte de situation. Parce que l'idée avec la technologie satellite, ce n'est pas de se concentrer seulement sur les sites d'extraction, parce que si on se concentre seulement sur les sites d'extraction, ça n'a pas au final de valeur ajoutée. L'objectif, et c'est ce que nous permet le satellite, c'est d'avoir une vision globale du cycle minier. On va pouvoir se concentrer à la fois sur les sites d'extraction, on va pouvoir se concentrer sur les sites de support, parce que généralement, ces sites seront liés entre eux par des pistes, par des routes, par des zones de transit. Donc, généralement, quand on va vouloir intervenir, c'est un outil de la décision qu'on va apporter au secteur privé ou aux institutionnels pour savoir où intervenir. La connexion, justement, entre l'ensemble de ces sites nous permet de couvrir un cycle et surtout de couvrir une activité minière globale, mais ça va nous permettre aussi d'exploiter le potentiel des satellites pour avoir justement un suivi de l'impact environnemental que peuvent avoir ces activités, à la fois donc sur des phénomènes de déforestation, bien sûr, du territoire, mais aussi sur la pollution de l'eau, la pollution des sols. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale de l'activité minière. Alors, pour ça, comment on fait? Donc, ce que je vous expliquais, on va utiliser de l'imagerie optique de haute résolution pour faire l'identification justement des zones de mines sur un territoire. On va venir caractériser les activités en se basant sur des bases de données existantes, qu'elles soient privées ou institutionnelles. On va pouvoir sortir trois types d'informations. Donc déjà, donc toutes les activités d'extraction, tous les sites de support qui seront liés au site d'extraction. On va pouvoir mesurer l'impact sur le territoire, que ce soit justement lié à la pollution des sols, la pollution de l'eau, les zones de déforestation. Et on va un peu plus loin dans notre approche, c'est-à-dire que grâce à l'activité d'orpaillage plutôt illégale est souvent liée à des activités de terrorisme. Donc ça va nous permettre de mettre en exergue aussi des zones potentielles de perméabilité par où transitent justement l'ensemble des orpailleurs illégaux. Mais c'est vrai aussi, si on se concentre sur une activité légale minière privée, d'avoir une surveillance de l'ensemble du site, de la chaîne logistique, euh, d'extraction. Ça nous permet donc de mettre à jour cette carte de référence qui sera vraiment la base d'un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des acteurs du secteur. On peut passer à la slide suivante. Alors là, juste, il n'y avait pas une slide avant? Non, ok. Alors, ouais. Ok. Alors là, justement, c'est notre deuxième produit. Donc, c'est le produit qui va être lié justement à la mise à jour fréquente des zones qu'on aura au préalable identifiées. L'objectif, c'est de venir, en fait, orienter le satellite, orienter la constellation sur les points, on va dire les points chauds, où il y a le plus d'activités illégales potentielles identifiées. Pourquoi je dis potentielles? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura bien sûr identifié des sites d'activités illégales. On va devoir aussi, grâce à cette surveillance régulière, venir confirmer que ces sites sont toujours en activité pour confirmer et donner un outil aux autorités que c'est ici qu'ils doivent venir, c'est ici qu'ils doivent intervenir. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir cette vision globale, de venir détecter des nouveaux sites d'extraction. On va pouvoir, grâce à la technologie satellite, lier l'ensemble de ces sites entre eux pour faire justement derrière des cartes d'extension. Donc ça va être au final le produit qu'on va livrer, ce ne sera qu'une mise à jour du premier produit où on va venir mettre en évidence les sites qui sont toujours en activité, les sites où il n'y a plus d'activité. On va pouvoir venir voir les extensions pour justement mesurer l'activité ou pas de ces sites miniers. On va aussi venir détecter les potentiels nouveaux sites. Et au final, la manière de faire, le concept opérationnel, il est à peu près le même, c'est-à-dire on va partir de notre carte de référence, on va venir ajouter des images cette fois-ci de très haute résolution sur les zones de points chauds identifiées. Donc avec l'image de très haute résolution, on va pouvoir aussi voir
des camions, alors, je suis pas un expert minier, mais je suppose qu'on utilise beaucoup de machines pour l'extraction. On va pouvoir venir voir ce genre de choses qui va nous permettre aussi d'avoir une identification, d'avoir euh, une information pour savoir si bien sûr le site est toujours en activité ou pas. Derrière, on va utiliser donc aussi l'intelligence artificielle pour justement sur une carte qu'on avait de référence, on va ajouter des cartes mises à jour, des nouvelles situations pour justement faire de la détection de changement. C'est cette détection de changement qui va nous permettre de voir justement l'extension d'une mine ou l'apparition, pardon, d'un nouveau site d'extraction. On va pouvoir surveiller trois informations différentes, bien sûr. Ça va être donc tout le monitoring des sites qui ont déjà été identifiés. Ça va être la caractérisation des nouveaux sites, parce que si un nouveau site a pu apparaître, mais potentiellement c'est une activité qui est légale, qui est liée à l'activité minière d'une entreprise, bien sûr ça, ce sera pris en compte, hein, on ne va pas le classer. On a besoin de preuves, on a besoin justement de mettre en évidence toujours pour savoir si c'est un point légal ou illégal. Et ça va nous permettre aussi de mettre à jour l'impact des activités minières en termes de pollution, donc déforestation, mais aussi pollution des sols et pollution des rivières. On va pouvoir mettre à jour aussi, bien sûr, l'ensemble de tous les sites derrière, l'ensemble du cycle minier. Ça va nous sortir le produit qu'on l'appelle l'Early Warning System, qui va nous permettre d'avoir une mise à jour de cette nouvelle carte de référence qui sera transmise aux autorités. Donc là, elles auront vraiment à disposition un véritable outil de la décision qui leur permettra d'avoir l'information géolocalisée des sites d'activité illégale pour les activités privées, donc un suivi de leur mine sur le territoire. Voilà, c'est un petit peu l'approche qu'on a, c'est on va établir des cartes vraiment, on va le faire une fois, donc on va venir prendre en compte l'ensemble des paramètres. La donnée satellite n'est qu'un outil de visualisation qui nous permet d'avoir un champ large. On n'utilise pas que cette donnée-là, on vient la compléter avec des données in situ, avec des données du terrain, avec des données aussi que peuvent nous fournir à la fois les institutions, mais aussi les acteurs privés sur le fonctionnement, par exemple, de leur mine. Alors là, ce cas, hein, c'était très lié à l'orpaillage, mais il est très facilement transposable à toutes les activités minières, puisque la manière d'opérer, la manière dont on opère nous, elle est, euh, elle est la même. Ce qu'on va venir, au final, c'est l'information qu'on va venir chercher dans l'image qui sera différente, mais la manière dont on opère le concept, c'est exactement la même. Et l'objectif derrière, c'est d'avoir vraiment un suivi mis à jour régulièrement de, euh, de ce qui se passe sur notre territoire. Je ne sais pas s'il y avait encore des slides. C'est la conclusion, je pense. Alors, ouais, c'est la conclusion. Alors, nous, aujourd'hui, l'ensemble de ces produits, ils sont visualisables à partir de notre plateforme digitale, donc on appelle EOP pour Earth Observation Platform. Alors, c'est le véhicule de transformation de l'information. On l'a conçu pour qu'il soit le plus simple d'utilisation possible. L'objectif, c'est d'avoir dans un seul outil l'ensemble justement des cartes de situation, l'ensemble du véhicule, l'ensemble des informations qui soient disponibles à tous les acteurs d'une organisation. On a aujourd'hui l'habitude de travailler avec des SharePoint, de travailler avec des Google Drive, de travailler avec ce genre d'outils collaboratifs. C'est dans cet esprit qu'on a conçu notre plateforme, afin de permettre à l'ensemble des utilisateurs d'une organisation, que ce soit la personne qui va venir ajouter de l'information, que ce soit la personne qui va venir regarder les mines, ou que ce soit carrément le chef d'entreprise, que ce soit le décideur politique, d'avoir seulement accès à l'information dont il aura besoin d'utiliser notre plateforme. Vraiment, elle est très simple d'utilisation. Sûrement certains d'entre vous ont déjà utilisé des Google Earth, ce genre d'outils. C'est très facile d'utilisation. C'est dans cette manière vraiment qu'a été pensée notre plateforme pour pouvoir accéder à l'information, mais ça nous permet aussi d'aller plus loin avec des fonctionnalités comme l'accès, bien sûr, aux données Prométhée, aux données de notre constellation, la possibilité de venir tasquer nos satellites. C'est vraiment comme ça qu'on voulu cette plateforme, que ce soit vraiment un outil opérationnel, un outil de conception, mais que ce soit surtout un outil d'aide à la décision. J'ai une question qui me brûle le truc. Allez-y. Si il y a un satellite qui prend une photographie de ma mine, Ouais. d'accord? À qui appartient l'image? Alors,
L'image, elle vous appartient. Justement, c'est des choses qu'on doit gérer. C'est des droits de licence. En fait, on fonctionne comme ça. C'est comme ça que fonctionne le secteur. C'est des droits de licence. Donc, derrière, en fait, vous allez avoir plusieurs informations. Quand vous allez demander votre image, vous allez pouvoir demander à ce que cette image, par exemple, donc déjà, vous, comment l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez que pour vous en tant que personne? Est-ce que vous l'utilisez que pour vous en tant qu'organisation? Est-ce que vous avez le droit derrière de venir apporter des précisions à cette image? Voilà, c'est différents types de licences qu'on est justement en train de mettre en place. Parce que si je rentre vraiment dans les détails, on est sur excusez-moi les termes, mais une usine à gaz vraiment sur ce qui se fait aujourd'hui en termes de licences. Et nous, on veut la rendre la plus simple possible. Et avec qui? Il faut pas avec celui qui a pris la photo. Oui, avec celui, C'est-à-dire vous. c'est avec nous, exactement. Après, par contre, on aura des possibilités aussi sur notre catalogue d'avoir de la rétention. C'est-à-dire, par défaut, lorsque vous allez demander une image, elle vous sera bien sûr livrée à vous en priorité, mais au bout d'un certain temps, elle sera mise à disposition sur notre catalogue. Ouais, ça devient libre de droit à un moment donné. C'est-à-dire que d'autres personnes pourront l'acheter, mais elles ne sauront jamais, par exemple, qui a pris cette image, qui a demandé, qui a fait la requête pour avoir cette image-là. Vous prenez des nouvelles zones, par exemple au Sénégal, où il y a des potentiels, mais c'est pas encore exploité, donc c'est pas donné, c'est public. Ouais. L'image, donc c'est ça, elle vous appartient, et puis Alors, elle vous l'État a... du Sénégal devra payer une licence. Alors, il paye l'image. Lorsqu'il paye l'image, il a une licence dessus, une licence d'exploitation de l'image. Ok. L'image lui appartient, mais au bout d'un certain temps, elle vient être disponible sur le catalogue. Par contre, il y a une option qui existe, qui est de dire, moi, cette image, alors c'est plutôt sur des activités liées à la défense, la défense va venir prendre une image spécifique d'une zone et qui dit, par contre, moi, je veux jamais que cette image elle soit remontée au catalogue parce que on est sur quelque chose de très sensible. C'est des choses qui existent. Très intéressant, ça mérite une discussion plus précise, je pense. J'ai dit, lorsqu'un pays sollicite vos services, Ouais. le contrat qui sera signé, la location de satellites pour prendre les images, comment ça se passe? Alors, pour un pays spécifique, en fait, on a deux business models. Donc, nous, Prométhée, vous avez compris, on est opérateur de constellations de satellites. On va opérer notre système, on va opérer notre constellation qui vont nous permettre de fournir à la fois des données et de fournir des services à valeur ajoutée, comme je vous ai montré là. Là, si n'importe qui, que ce soit un acteur privé, que ce soit un État, peut faire la demande pour obtenir des images issues de notre constellation. Ça, il y a pas de problème. Mais après, ces images sont achetées par le client. Soit il décide que ces données elles soient jamais mises sur le catalogue ou pas. Mais par contre, ça reste bien sûr dans la base de données du système Prométhée. Après, par contre, dans le deuxième business model qu'on a, qui s'appelle le Space Sovereignty, l'objectif, c'est justement à des pays qui souhaitent devenir des puissances spatiales, qui souhaitent avoir leur propre système d'opération satellitaire. On va faire un CTRL-C, CTRL-V, en gros, de notre système qu'on va venir déployer chez eux. Et là, par contre, ils pourront opérer leur système en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'intervention de Prométhée. Il y aura toujours un lien qui existe pour justement profiter de ce qu'on appelle la souveraineté capacitaire. S'ils ont besoin de plus d'images, ils pourront toujours se connecter à nous. Par contre, les satellites qu'on leur aura livrés, ils leur appartiendront et ils pourront les opérer sans passer par Prométhée, avec bien sûr ce qui est prévu, c'est le stockage des données et dans le pays pour assurer un maximum de souveraineté. Alors, merci beaucoup, Pierre. En fait,